J'ai le plaisir d'accueillir Melissa Mbugua, qui vient de Nairobi, au Kenya. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Nairobi, au Kenya. Alors, moi, je n'ai jamais pas eu la chance d'aller à Nairobi encore. J'espère que ça sera bientôt. Mais je sais depuis un certain nombre de mois et d'années que c'est l'un des points sur la carte du monde où il se passe des choses particulièrement intéressantes dans le domaine de l'innovation, et des nouvelles technologies. Et il y a quelques années de ça, déjà un article du New York Times qui disait Nairobi, la Silicon Valley africaine, point d'interrogation. Alors depuis, l'expression a été utilisée à de multiples reprises. Je crois d'ailleurs qu'il y a un projet à Nairobi de créer tout un quartier ou toute une Silicon Valley, vraiment en construisant des bâtiments pour développer toutes les activités autour de ces nouvelles technologies. Parmi les projets qui sont nés à Nairobi, il y a un projet qui s'appelle Ushaidi, qu'un certain nombre d'entre vous probablement connaissent déjà. Et Melissa va nous parler de Ushaidi, à la fois probablement dans la dimension technologique, ce que ça permet de faire, mais peut-être aussi dans la dimension humaine des projets qui vont autour. Et peut-être qu'elle nous dira aussi quelques mots pour nous expliquer ce mystère incroyable, pourquoi des choses se sont produites dans le domaine des nouvelles technologies à Nairobi, et pourquoi il y a autant de femmes sur place dans ce monde-là, alors que partout ailleurs dans le monde, quand on va dans des conférences autour des technologies, il y a quasiment 90% d'hommes. Et là-bas, eh ben, il y a beaucoup plus de femmes. Ce n'est pas paritaire encore, mais il y a beaucoup plus de femmes. Donc je laisse la parole à Melissa. Thank you very much, Philippe, for the introduction. Merci, Philippe, pour cette présentation. Je m'appelle donc Melissa Mbugua, je travaille à Ushaidi, dont je vais vous parler dans un instant. Alors, Ushaidi, c'est une histoire intéressante, c'est vrai, parce que ça va au-delà des technologies. Ça représente toute la révolution de l'innovation, tout ce qui se fait à Nairobi. Alors, un mot sur l'histoire peut-être d'Ushaidi, ce que nous faisons actuellement. Ushahidi So, is a Swahili word that means Ushahidi, to bear witness. c'est un mot en I'm sure the people who speak Arabic here are familiar with that term. So how Ushahidi started Swahili, pardon, was, qui veut dire 2007, être témoin. Kenya had En 2007, general le elections, Kenya a which, organisé des turned élections out to be législatives qui violent, and ont there were été killings that très happened, violentes, and avec there was a lot of des meurtres, avec beaucoup d'insécurité, avec un blackout dans les médias et beaucoup d'incertitudes. Et à ce moment-là, étant donné qu'il n'y avait plus de médias, on avait besoin d'informations pour savoir ce qui se passait dans le pays en général. Nous avions des médias internationaux qui étaient présents, mais nous voulions également pouvoir rendre compte de ce qui se passait sur le terrain, parce que le gouvernement étranglait les médias. Donc ce groupe de blogueurs, Juliana, Eric, Ori et David, Eric est aussi kényan d'ailleurs, il a grandi au Kenya, même s'il est américain d'origine, ont eu cette idée et se sont dit qu'ils pourraient créer un outil qui permettrait aux gens sur le terrain d'envoyer des messages pour dire, raconter ce qui se passait, et que ça permettrait ainsi à quiconque dans le monde de voir ce qui se passait sur le terrain et d'avoir des comptes rendus, des rapports spécifiques en fonction des villes qui les intéressaient. Alors, le calendrier, c'est le suivant. 27 décembre, il y a ces fameuses élections avec 3 journées d'incertitude. Et à partir lorsque les résultats des élections ont été censés être annoncés, il y a eu un blackout dans les médias. Et ensuite, il y a eu toutes ces violences. Donc, vous le voyez, le 3 janvier, 3 jours après ce blackout des médias, Ushaidi est né, et 3 jours plus tard, le prototype était disponible, première version d'Ushaidi. Ensuite, ça a été lancé, utilisé au Kenya pendant tout le mois de janvier, qui est la période de violence.
et ça a été énormément utilisé, repris au Kenya, parce que c'était la solution dont on avait besoin. Donc ça a très bien marché au Kenya. Alors voilà la première version, ce à quoi elle ressemble. Comme vous le voyez, il y a une carte avec des icônes rouges, des flammes qui montrent que c'était là qu'il y avait des émeutes. Et donc, en passant la souris, le pointeur sur ces différentes flammes, vous aviez davantage d'informations. Mais je vais vous expliquer tout ça après. Alors, Ushahidi signifie que les utilisateurs peuvent envoyer des messages via leur téléphone portable, le web et le mail. Donc, Ushahidi, je le disais tout à l'heure, ça veut dire être témoin, ça veut dire aussi beaucoup. Ça veut dire beaucoup au niveau local et international. En fait, au départ, c'était une plateforme logicielle qui permettait aux gens de recueillir des informations et de les visualiser sur une carte. Ensuite, la plateforme est devenue une vraie organisation, est devenue plus formelle. Elle a évolué, donc c'est une plateforme d'abord. Ensuite, c'est une communauté aussi, parce que à l'échelle mondiale, disons que c'est une communauté de gens qui se sont réunis avec un objectif partagé, libéralisation de l'information, démocratisation de l'information, et c'est un mouvement également, un mouvement qui veut émanciper les gens, leur permettre de se faire entendre, d'être un porte-voix pour leurs inquiétudes. Alors, lorsque nous avons commencé avec nos 4 blogueurs, eh bien, ils n'avaient pas d'expérience ni dans l'humanitaire, ni dans l'open source, ni du temps. Donc, ils ont fait tout ça en 3 jours. Par contre, ce dont ils disposaient, c'est de leur capacité, leurs aptitudes de blogueurs. Ils étaient connectés à Internet et donc pouvaient se parler les uns aux autres et parler au reste du monde via Internet. Donc, c'est vraiment un enseignement clé, parce qu'il n'est pas nécessaire d'être un professionnel pour lancer quelque chose de tout à fait nouveau. Alors, le matériel par défaut, évidemment, l'outil, c'est le téléphone mobile. C'est important. C'est important parce que c'est accessible, c'est peu cher, une communication facile. Les SMS, évidemment, au moment de la naissance de Ushahidi, il y a 5 ans, eh bien, c'était les SMS qu'on utilisait avant tout. Ça, c'est bien avant que les données Internet, que la data devienne plus répandue dans la téléphonie mobile. Et donc, nous pensions que ce serait uniquement pour avoir des nouvelles sur le Kenya, mais en fait, ce qui est très intéressant, c'est de voir que 3,2 milliards de gens dans le monde disposent d'un mobile. Ça fait 45% de la population mondiale, et d'ici 2017, ce chiffre sera passé à 80% de la population adulte qui disposera d'un téléphone mobile. Donc c'est vraiment le dispositif, l'outil par défaut dont tout le monde dispose et que l'on peut utiliser. Alors, Made in Africa, ça c'est quelque chose qu'on a mis dans notre bureau à Nairobi parce qu'on en est fiers, évidemment. Donc c'est du Made in Africa. Une technologie Made in Africa est utilisée partout dans le monde, ce qui signifie que j'aimerais dire un mot sur l'impact d'Ushahidi qui dépasse largement la technologie et sa réussite, son succès. En fait, ça a été lancé par des Kenyans au Kenya, utilisé par des Kenyans, et ensuite c'est devenu un vrai succès partout dans le monde. Et je dirais que ça a vraiment été une source d'inspiration pour la communauté technologique kenyane, qui existait déjà quand même. Il faut bien voir qu'il y avait une communauté, des gens qui travaillaient dans l'informatique, qui étaient très actifs. Il y avait un groupe qui s'appelait Skangwax à l'époque. Et avec Ushahidi, ce qui s'est passé, en fait, c'est que grâce à ce succès, grâce à cette inspiration, lorsque Ushahidi a reçu ses premières bourses, nous avons décidé d'ouvrir un bureau qui serait ouvert à toute la communauté technologique de Nairobi, ce qui est devenu le High Hub, un centre technologique en Afrique. Donc, Ushahidi a été un catalyseur, si vous voulez. Ça a permis de lancer cette communauté de l'innovation
à Nairobi. Et donc le Kenya maintenant est considéré comme la Silicon Savannah, la savane de la Silicon. C'est important parce que tout ça est né de Ushahidi en tant qu'entreprise, communauté, mouvement. Voilà. Donc, je travaille aussi dans ce hub, Ushahidi, et c'est ni plus ni moins la même chose, même espace physique, même communauté. Donc ça reste totalement inséparable de l'histoire de cette savane de la Silicon. Alors, quelques exemples de déploiements locaux et internationaux qui ont vraiment été très importants au fil des ans. Au départ, lorsque les choses ont commencé, et d'ailleurs si ça a commencé, c'est à cause des catastrophes, et pour que ce soit un outil pour faire face aux catastrophes. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'au départ, en mars 2011, avec le tsunami, avec le problème de Fukushima, il y a eu plus de 4000 reports sur la base, avec 144 000 clics. Et donc, on s'en est rendu compte que c'était un déploiement vraiment très important pour Ushahidi. Et puis, également, Haïti, c'était le moment où on a beaucoup appris, où l'équipe d'Ushahidi a beaucoup appris quant à savoir comment améliorer cet outil, les processus, la manière dont on déploie cet outil sur place. On a beaucoup appris d'Haïti. Donc, Ushahidi, ça fait quoi? Eh bien, disons que l'information provient des gens qui sont dans le besoin pour informer les gens qui peuvent aider. C'est ça. Quand on fait face à une catastrophe, c'est ça qu'il faut faire. Donc, toute cette action sur la plateforme Ushahidi, c'est des SMS qui sont transmis, géolocalisés, structurés pour qu'ils aient un sens pour les gens qui vont les voir, approuvés, après les avoir vérifiés, évidemment, cartographiés, catégorisés, et ensuite il y a un compte-rendu. Donc tout cela est fait par des gens. Ça n'est pas automatique, hein, rien d'automatique, ça s'est fait par des gens, des bénévoles, partout dans le monde, qui se réunissent pour que ça fonctionne. Donc Ushahidi, c'est vraiment une histoire humaine, une communauté. Alors, comment tout cela peut se faire en 10 minutes, voire moins. Entre le moment où quelqu'un envoie son SMS et le moment où quelqu'un d'autre répond, il s'écoule moins de 10 minutes. En fait, c'est une question de partenariat sur place. Voilà certains de nos partenaires pour Haïti, suite au séisme. En fait, ce sont des partenariats entre les organisations qui sont directement impliquées et les volontaires, les bénévoles qui sont présents à chaque fois sur place. Autre exemple où l'on a utilisé Ushahidi, c'est pour le suivi des élections. Au départ, ça a commencé suite à des violences après les élections, et donc ça a été au Kenya, et donc on l'a utilisé en Inde en mai 2009, et au Kenya également en 2010, lorsqu'on a eu un référendum sur la Constitution. Et lorsqu'on a eu nos autres élections législatives, les premières après celles qui ont entraîné le lancement de Ushahidi, ça a été un moment vraiment crucial pour nous. Dieu merci, cette fois-là tout s'est bien passé, les élections se sont bien déroulées sans heurts. Et je dois dire que pour nous, cette plateforme de suivi des élections s'appelle Uchaguzi d'ailleurs. Et ça a été vraiment un déploiement très réussi, avec plus de bénévoles qu'on n'aurait jamais pensé, davantage de soutien, davantage d'informations recueillies. Et en fait, on a repoussé les choses, on a amélioré les choses constamment. En fait, on utilise également faire de journalisme citoyen. Arasmap a été créé, par exemple, pour sensibiliser les gens au harcèlement sexuel. Également suite au
la marée noire qu'il y a eu. Ensuite, il y a eu la révolution, Egyptian Revolution. On a travaillé sur on a créé ce centre avec une carte qui était très utile pour vraiment documenter les événements au fur et à mesure de la crise. Même chose pour la crise en Libye, ça a été utilisé, déploiement local qui a permis de suivre et de documenter, d'obtenir beaucoup d'informations. Et puis on a Syria Tracker, qui là reste très actif, et depuis 2011, 68 000 et quelques meurtres ont pu être documentés. Donc, vous pouvez aller à l'URL que vous avez en bas, syriatracker.cradmap.com. Alors, donc, on l'a vu dans les diapos précédentes lorsque je vous expliquais tout ce processus avec tout ce qui se fait une fois que le texto ou le message est envoyé à la plateforme Ushahidi. Tout cela se fait avec des bénévoles. Donc pour que cela fonctionne, pour déployer une carte, si vous souhaitez le faire, il vous faut avoir des bénévoles, leur expliquer comment ça fonctionne, les former, et puis ensuite vous allez pouvoir commencer immédiatement. Alors évidemment, vous n'avez pas beaucoup de temps pour faire tout cela, donc l'un des grands enseignements qu'on a pu tirer de Haïti, c'est qu'on a besoin d'une équipe de bénévoles qui sont en stand-by constamment. Dès lors qu'on a besoin d'aide, savoir qu'on peut les activer plutôt que d'avoir à justement former des nouveaux bénévoles à chaque fois, repartir de zéro. Donc c'est ce qu'on appelle la Standby Task Force, SBTF. Donc depuis, nous avons 220 membres au niveau mondial qui sont disponibles et qui peuvent nous aider ou aider les gens qui veulent déployer Ushahidi. Donc, voilà ce que nous pensons faire. Nous changeons les flux d'informations dans le monde. Au départ, il a fallu 3 jours pour élaborer la première version d'Ushahidi. Maintenant, il fallait 3 heures pour l'installer. Installer le logiciel, le télécharger, le configurer, etc. Mais maintenant, il nous faut 3 minutes. Pourquoi est-ce que ça prend 3 minutes? Tout simplement parce qu'on a une nouvelle version qui s'appelle CrowdMap. Alors, le problème dans la version initiale, c'est que si vous n'êtes pas un technicien, eh bien, il était difficile de télécharger, installer, configurer les serveurs Ushahidi pour glaner, recueillir des informations. Donc on a créé une nouvelle version avec des serveurs dans le cloud, et maintenant en 3 minutes c'est réglé. Vous allez sur cradmap.com, login, vous vous inscrivez et vous pouvez créer votre propre carte. Donc du fait que c'est si simple à utiliser, c'est utilisé par beaucoup de gens dans beaucoup de pays. Évidemment, la fréquence d'utilisation a beaucoup augmenté. Au cours de ces 5 dernières années, ça a été utilisé plus de 45 000 fois dans 159 pays. Donc c'est un logiciel libre, tout le monde peut l'utiliser. Autre amélioration très importante, une nouvelle technologie que l'on a utilisée pour aider les gens qui utilisent Ushahidi, c'est SwiftRiver. SwiftRiver, ça permet de régler le problème du trop d'informations, parce que vous imaginez Haïti, par exemple, où il y a tellement d'informations, c'est ce qu'on appelle la rivière d'informations, ce fleuve d'informations qui vous tombe dessus. Ce flot, il faut le contextualiser, l'analyser, etc. Et les bénévoles peuvent être dépassés. Au bout de quelques jours, ils peuvent se fatiguer, alors que les choses doivent être faites très rapidement. Donc ça permet de les aider à mieux gérer les choses. Et donc, SwiftRiver, ça c'est un outil qui justement permet de faire ça et qui permet de sérier, analyser l'information en utilisant l'intelligence artificielle. Bon, je ne veux pas trop rentrer dans les questions technologiques. Quels sont les enseignements donc, qu'on a pu tirer au fil des ans? Primo, la technologie, ça n'est que 10% du crowd mapping. Alors maintenant, on a des crowd maps, 10 minutes pour les mettre en place, c'est vrai. Mais le 90% restant du travail, c'est de la coordination des ressources humaines. Sensibiliser, dire aux gens que la carte
existe, que les gens pourront envoyer leur message à telle ou telle adresse, à tel ou tel hashtag ou quoi. Les partenariats sur les secours, etc. Un exemple de Uchaguzi, lors de notre dernière élection, nous avions un partenariat avec des groupes de suivi de vérification des élections, avec des partenariats avec les policiers, les agences gouvernementales, la commission électorale. Et lorsque l'on nous a dit qu'il y avait des bourrages dans tel ou tel bureau de vote, eh bien les gens appelaient, ils pouvaient envoyer des observateurs et en effet, s'il y avait eu bourrage d'urnes, eh bien à ce moment-là, la commission électorale pouvait intervenir directement. Donc ces partenariats sont éminemment importants. C'est ça qui fait que les choses peuvent réussir. Autre déploiement qui était un vrai succès, c'est tout ce qu'ont fait les institutions, le fait de travailler avec des institutions ou des gens en qui on a confiance. Ça, c'est vraiment un enseignement très important. Alors, les bénévoles qui travaillent avec Ushahidi, ça c'est très important, des groupes de bénévoles ad hoc qui traduisent les messages, qui font du mapping de la cartographie, qui essayent les logiciels, et puis on a une communauté de développeurs, de bénévoles, parce qu'évidemment c'est open source comme logiciel. Voilà ce que je voulais donc vous dire dans un premier temps, en quelques mots. Merci beaucoup. Avant de vous donner la parole pour des questions, je voudrais préciser quelque chose et donner une question. Le CrowdMap et Ushahidi a aussi été utilisé par des médias traditionnels. Je pensais notamment à deux utilisations. Une de la BBC qui a utilisé CrowdMap à un moment où il y avait des grèves dans les transports, quelque chose qu'on pourrait faire aujourd'hui en France, par exemple, où les gens pouvaient dire bah, ici le train circule, là il est bloqué, il n'arrive pas, etc. Et l'autre utilisation, ça a été utilisé aussi par Al Jazeera au moment de ce qui a été appelé l'opération Plomb durci, quand Israël a lancé une série d'opérations d'attaque contre la bande de Gaza, où Al Jazeera avait déployé une CrowdMap pour que les gens puissent signaler à quel endroit il y avait eu des bombardements, à quel endroit il y avait eu des choses qui s'étaient passées. Ce qui nous amène à ma question, avant de prendre les vôtres, est-ce qu'il existe dans Ushahidi la possibilité de vérifier avant publication les informations qui sont apportées par les gens, que ce soit par SMS, par mail ou autrement? Est-ce qu'on a la possibilité de vérifier avant que le point apparaisse sur la carte? Oui, Ushahidi, maintenant, son emploi a dépassé l'information pour des crises. Ça a été utilisé par les entreprises pour interagir avec leur communauté et leurs clients. Et également les médias traditionnels. D'ailleurs, Al Jazeera s'en sert beaucoup. Et merci beaucoup d'avoir soulevé ces points. En ce qui concerne la vérification, bon, on va reprendre. Si, par exemple, vous vouliez faire un CrowdMap 4M, il existe des consignes sur Internet pour cela. Et un des processus implique une étape de vérification. Ushahidi, c'est une source ouverte. Nous ne pouvons pas tracer tous les utilisateurs, mais néanmoins, nous donnons des recommandations pour expliquer comment on peut faire la vérification, notamment pour des personnes qui sont sur le terrain ou qui veulent utiliser des informations recueillies sur Internet. Si 20 personnes disent la même chose, ça c'est une forme de vérification, ou bien si ce sont des sources crédibles. Alors là, c'est une autre forme de vérification. Alors oui, il y a un processus qui est engagé avant que cette information n'arrive sur la carte comme rapport officiel. Donc oui, en effet, donc s'il y a un rapport, il faut que le rapport ait l'indication de approuver ou vérifier. Mademoiselle. Merci, je m'appelle Madak Masiana, je suis spécialiste de communication pour le Fonds de développement spécialiste africain. Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. Ma question
s'articule autour des fondateurs. Vous avez dit qu'ils n'avaient pas de connaissances technologiques, c'était simplement des blogueurs. Moi, je me demande comment ils se sont retrouvés entre eux. Ils ont dû avoir une sorte d'assistance technique pour pouvoir construire leur première plateforme. J'aimerais que vous nous en disiez un peu plus. Oui, merci pour cette question. Donc, j'ai expliqué qu'ils n'avaient pas des expériences quant aux technologies libres, mais c'était néanmoins des spécialistes en informatique, donc des ingénieurs de base de données, par exemple. Alors, comment ils ont fait connaissance? Eh bien, au Kenya, depuis environ 2005-2006, le blogging est devenu très populaire. Donc, j'ai dit que la communauté tech à Nairobi était déjà en existence, même avant Ushaidi, et donc le blogging existait déjà. Donc, ils se connaissaient déjà à travers les blogs sur le Kenya. Monsieur là-bas et puis Claire ensuite. I will ask the question in English. Je vais poser la question en anglais. Je suis de CFI, je m'appelle Guillaume. J'ai entendu qu'à Madagascar, où il se prépare aux élections, la commission électorale prévoit de distribuer plusieurs milliers de téléphones pour que les gens puissent envoyer des SMS afin d'alimenter un système comme le vôtre d'information sur le processus électoral. Mais bien sûr, c'est la Commission nationale des élections qui pourrait être manipulée. Est-ce qu'il existe un risque? Est-ce qu'un système qui a démarré vraiment pour le peuple peut ensuite être manipulé par le gouvernement ou par les instances et qui peut donc distribuer des téléphones portables et les encourager à envoyer des SMS et cela pourrait polluer votre système? Ben oui, c'est une question très intéressante parce que comme c'est un logiciel libre, n'importe qui peut le télécharger et le personnaliser pour avoir les fonctions qu'il désire. Donc, non, nous ne pouvons pas maîtriser et décider de ce que vous voulez faire de ce logiciel. Mais est-ce que nous sommes directement impliqués dans chaque déploiement? Ben non. Alors oui, il existe le risque d'un abus de cet outil. Et je pense que, voilà, c'est un des problèmes. Nous nous posons toujours la question suivante. Même à iHub. Au fur et à mesure que nous croissons, parce que même si la savane silicone est en train de croître, ça devient quelque chose que nous ne pouvons plus maîtriser directement. C'est une question, en effet, qui perdure. Cela rejoint la question de Guillaume sur la sécurité. Je me souviens que pendant la crise d'Israël, on avait lancé des cartes USHID et on leur a dit « Mais vous êtes fous, vous donnez des informations à la police ». Moi, je me demandais si depuis lors, vous avez entendu parler d'un groupe privé qui pourrait lancer des roadmaps qui pourraient être sûrs et privés. Oui, alors l'exemple de la Libye que j'ai donné initialement était protégé par un mot de passe, mais au-delà de cela, l'équipe travaille sur une nouvelle version du Shady qui permettra beaucoup de protection sécuritaire pour protéger à la fois les reporters et la carte de manière générale. Donc on ne peut pas y avoir accès à moins d'y avoir les permissions. Donc oui, on inclut la sécurité. Question devant. Ici. Est-ce qu'il y a d'autres questions qu'on repère déjà? Il y aura une question là ensuite. Thank you. Merci. Je suis très heureuse de voir une femme en charge de ce programme. Et j'aimerais demander le point de vue d'une femme. Comment ce programme pourrait aider les femmes au Kenya et peut-être de manière plus générale en Afrique pour trouver des solutions pour leurs problèmes typiques, comme par exemple le harcèlement sexuel? C'est une question intéressante. J'avais déjà donné l'exemple du déploiement en Égypte du Haras Map,
carte du harcèlement. Donc, on voit que des personnes qui s'attaquent aux problèmes liés au genre peuvent s'en servir pour une solution locale. Mais également, la communauté que Ushahidi aide, eh bien, parmi ces communautés, il y a un groupe qui encourage les femmes à être activement impliquées dans la technologie. Également parce que 2 des cofondateurs étaient des femmes, donc elles ont été une grande source d'inspiration. À Nairobi, en général, il y a un assez fort pourcentage de femmes impliquées dans la technologie par rapport à la normale. Donc, Ushahidi a été un moteur de la participation des femmes aux technologies. Est-ce que nous avons un impact direct pour encourager les gens à s'en servir pour les questions liées au genre? Non, nous l'avons construit en tant qu'outil et ensuite nous laissons les gens s'en servir comme ils veulent pour les questions qu'ils veulent. Merci, bonjour. Nicolas Boeuf, je suis un élève de l'ESJ et je travaille au Dauphiné, un journal local français. Je me demandais en fait double question. Déjà, est-ce que vous avez une idée de qui sont les gens qui rapportent des informations sur les cartes sociologiquement? Et deuxième chose, vous avez parlé de comment vous vérifiez les informations, mais est-ce que vous avez aussi une estimation du nombre d'erreurs qu'il y a sur les cartes en fonction de celles qui sont corrigées? Alors, pour la question liée à la vérification, nous avons un processus. Donc, nous avons des consignes pour toute personne qui veut déployer une carte, des consignes à suivre pour que ces informations puissent ensuite être vérifiées, que ce soit des vraies informations. Nous avons accès aux données à partir des déploiements que nous avons mis en œuvre en tant que Ushahidi. Donc, par exemple, la carte du Kenya, nous avons des personnes qui sont partiellement impliquées là-dedans, donc nous avons accès à leurs données. Vous pouvez répéter votre première question? Je vous demandais si vous saviez qui sont les gens qui rapportent des informations, quels usages ils ont déjà, des outils technologiques, si c'est des personnes lambda ou déjà des gens qui ont un certain engagement, qui soit technologique ou citoyen. OK, interesting question. Question intéressante. Ushahidi a été construit pour que le citoyen ordinaire puisse faire entendre sa voix. Et c'est pour ça que nous avons la plateforme de SMS. La plupart des personnes qui soumettent des SMS sont des citoyens lambda d'une région quelconque qui ne sont pas forcément très technologiques. Ils ont seulement besoin de savoir qu'ils devraient envoyer un SMS à un numéro particulier ou un mail à une adresse particulière, ou bien de tweeter avec un hashcode. Et les informations seront recueillies. C'est l'organisation des individus qui gèrent la carte qui doivent avoir des connaissances technologiques. Et en ce qui concerne l'identité des reporters, normalement, ils sont anonymes, même pour les personnes qui recueillent des informations pour des raisons tout à fait évidentes. Y a-t-il d'autres questions? Oui, il y a une question devant. Est-ce que can you switch to the tweet 4? Oui, bonjour. Pauline Benali, je suis étudiante en journalisme et je travaille dans une radio locale en France. J'avais une question, en fait, le crowd mapping, ça a alerté sur un phénomène, mais est-ce que vous avez des exemples où le crowd mapping a permis des avancées, notamment pour le harcèlement sexuel, par exemple, s'il y a eu des lois après qui ont été promulguées, des choses comme ça? Oui, c'est un défi très intéressant de suivre et d'évaluer l'impact des informations sur les cartes. Je dois dire que non, nous n'avons pas activement cherché ces informations, mais par exemple, avec la carte de la Syrie, ils ont recueilli des informations depuis 2011. Alors, je pense que ça, c'est une des cartes qui existe depuis le plus longtemps. Normalement, les utilisations de Ushahidi ont été assez ponctuelles.
Pour la dernière carte des élections au Kenya, il y a eu l'engagement d'une équipe de recherche et d'analyse. Ils font encore leur travail de suivi. Ils font du monitoring de ce qui a été dit, de ce qui est en train d'être dit sur Internet en matière de politique par les Kenyans. Mais bon, c'est en phase expérimentale et en fait, un rapport a été publié, je crois, ce mois-ci à ce sujet. Donc ça, c'est la première fois que, de manière active, nous essayons de suivre et d'évaluer l'impact. La réponse à cette question très intéressante sur l'impact, le New York Times vient de lancer tout un travail en son sein pour essayer de trouver des indicateurs pour mesurer l'impact des informations, parce que c'est vrai que pour l'instant sur Internet, on mesure le nombre de pages vues, le nombre de visites, mais on ne mesure pas l'impact. Est-ce que ça a changé derrière la vie de quelqu'un? Est-ce qu'une loi a été promulguée? Est-ce que quelque chose a changé pour quelqu'un? Et c'est un débat, je pense, qui démarre, mais qui va être assez intéressant, trouver des indicateurs de mesure de l'impact. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Moi, j'en aurais une petite quand même. À plusieurs reprises, Mélissa a parlé de la communauté autour de iHub, autour de UshID, cette communauté à Nairobi et peut-être ailleurs. Souvent, dans les entreprises traditionnelles et dans les médias traditionnels en particulier, on pense la question des moyens humains, c'est les gens qui sont dans le building, in-house, c'est les gens avec qui on travaille. Qu'est-ce que c'est que cette communauté et dans quelle mesure c'est différent lorsqu'on est aujourd'hui sur Internet, lorsqu'on développe sur Internet? On ne travaille pas que avec des gens qu'on connaît. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que vous pouvez nous décrire ça? Yes. Alors, une des initiatives pour répondre à votre question que nous avons commencé à iHub, c'est d'organiser les membres pour adhérer à iHub. Bon, c'est pas difficile, mais il faut que vous créiez un compte pour vérifier que vous existez, que vous... Et donc, grâce à des tests qui sont effectués en ligne, vous pouvez donc vous rendre sur une certaine plateforme et tester vos connaissances en développement et vos connaissances en matière de base de données ou d'autres aspects de la technologie. Et en fonction de votre score, on va vous intégrer dans un groupe de technologistes potentiels et on peut vous recruter pour une certaine mission. Donc, nous travaillons sur ce front-là. Nous travaillons avec des personnes qui ne sont pas officiellement employées dans le même lieu. Nous regardons non seulement les personnes, mais les leçons apprises et leurs connaissances collectives. Et ça, c'est un vrai atout et c'est une créativité humaine. Donc, nous percevons les ressources humaines comme étant plus que juste des personnes en elles-mêmes, mais ce qu'elles peuvent produire au fil du temps et quel est le sens de toute cette connaissance et de toute cette expérience et de ce temps consacré et comment pouvons-nous nous mettre à profit pour les personnes de Nairobi. Et les prochains, les profils, donc est-ce que ce sont des développeurs, des journalistes, des étudiants? Alors nous permettons toute personne qui lance un projet qui est technologique en une certaine mesure d'adhérer. Donc ils n'ont pas eux-mêmes besoin d'être développeurs ou des techniciens. Nous avons donc des chercheurs, des sociologues, des blogueurs, des journalistes et ainsi de suite. Le profil des contributeurs est donc très mélangé. Moi, j'ai commencé où iHub a été fondé en 2010 et depuis, il y a eu la création de tant d'autres types d'espaces en Nairobi et dans des villes à travers toute l'Afrique. Il y en a plus de 20 qui sont liés aux arts et à la culture. Et en Nairobi, nous interagissons tous avec les autres 9 espaces hub concentrés sur la technologie. Alors, nous voulons être un catalyseur pour la communauté technologique de Nairobi. Alors, quand nous parlons d'une communauté de technologie, parfois certains disent que nous limitons, mais en fait, l'impact était bien plus que technologique parce que d'autres espaces ont pris leur modèle sur iHub. Donc oui, c'est vrai, c'est un modèle expérimental. Une question là-bas et
une ici. On va prendre 2 dernières questions. Alors, on va commencer là et puis on prendra après. Bonjour, Edith Brou, blogueuse. Je voulais savoir si votre outil de crowd mapping dans la lutte et la dénonciation du harcèlement sexuel, est-ce que cet outil est peut-être utilisé par la police ou bien les autorités policières, par exemple? Parce que c'est bien de faire du crowd mapping, d'identifier des zones ou signaler des cas, mais je ne sais pas si derrière, vous jugez que c'est bien ou pas bien que, par exemple, la police puisse utiliser cet outil-là également pour pouvoir mettre en prison ou bien poursuivre, par exemple, ces personnes-là qui sont en situation de délit, par exemple. Actually, one of the areas where un des domaines dans lesquels nous avançons maintenant, c'est la personnalisation du logiciel pour les services publics, les services gouvernementaux. Donc, nous travaillons à cela, au moins au Kenya, parce que nous avons un accès direct au gouvernement au Kenya. Et maintenant que notre structure gouvernementale a changé, donc depuis l'élection d'avril, cela a présenté pour nous une opportunité unique pour essayer de montrer toutes les potentialités de cette technologie. Et oui, nous pensons que cela devrait pouvoir être utile, par exemple pour la police, de pouvoir voir sur une carte quels sont les lieux concernés par ce genre de crime. Donc oui, alors nous travaillons sur cela au Kenya. Dernière question au fond, et puis pour répondre à Edith, le simple fait de montrer une réalité qu'on ne voyait pas jusqu'ici produit déjà quelque chose d'intéressant, je pense, même si ça n'épuise pas tout à fait la question. Hello, I'm from Vietnam Television. Bonjour, je viens de la télévision vietnamienne. Merci Melissa. J'ai entendu parler de USAID l'an dernier et c'est très connu à travers le monde. Et j'aimerais vous demander si un média conventionnel dans votre pays promeut USAID et si oui, comment? Et est-ce que vous collaborez avec les médias traditionnels? Non. J'interagis avec les organisations de médias traditionnelles et nous avons des partenariats qui vont permettre de voir quelles sont les innovations qui ont lieu et d'essayer d'adopter certaines de ces outils dans leurs organisations, mais ils n'ont jamais vraiment activement utilisé USAID. Et nous pensons que c'est simplement parce que une question d'ouverture d'esprit ou des relations qu'ils ont avec le gouvernement. Néanmoins, ce serait intéressant pour vous de savoir qu'au Kenya, nous avons une initiative de gouvernement ouvert qui a bien sûr connu une très forte résistance et USAID a contribué à cela. Donc les médias traditionnels généralement essayent d'être amis mais pas trop proches. On va refermer ce focus, mais bien sûr vous pourrez continuer à discuter avec Melissa que je remercie d'avoir fait partager cette expérience à la fois de USAID et de ce qui se passe à Nairobi, parce que j'ai l'impression qu'il se passe là-bas des choses vraiment très intéressantes. D'ailleurs, Guillaume qui est là est en train de préparer, si j'ai bien compris, un rendez-vous 4e de CFI à Nairobi. Je pense que ça promet d'être particulièrement passionnant, d'aller s'abreuver un peu auprès de vos expériences là-bas sur place pour voir tout ce qui s'y passe. Merci beaucoup à Melissa, qu'on peut, je pense, applaudir, et l'équipe d'USAID. Thank you very much.